Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 février 2026 et nos chers amis Larry C. Johnson et le colonel Larry Wilkerson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Larry et Larry. Content qu'on soit enfin vendredi. Par contre, je ne suis pas si sûr pour lundi. Tu dois commencer à dire Nima, bon retour, Larry au carré. Exactement. Oui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Je vais commencer avec toi, Larry, car des négociations ont eu lieu entre l'Iran et les États-Unis à Genève, sous la médiation des Omanais. Voici ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères à propos de ces discussions. Elles ont duré plus de 6 heures, 6 heures et demie en fait. Il y a d'abord eu 4 heures, puis une pause, et ensuite une deuxième série de négociations. Voici ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Ministre Akshi, quelle est votre évaluation des négociations d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons eu aujourd'hui une discussion très intensive et détaillée, et je pense que nous avons fait de très bons progrès. C'était la première fois que nous avions presque 6 ou 7 heures d'entretien, à la fois le matin et l'après-midi. C'était encore indirect, et je suis très reconnaissant envers le ministre des Affaires étrangères d'Oman pour avoir Je ne sais pas quel est le problème avec ce son. Il est tellement faible. Quoi qu'il en soit, laissez-moi répéter ce qu'il a dit. Il a dit que le résultat était plutôt positif et qu'il faisait des progrès, avançant dans les négociations, ce qui a également été confirmé par le ministre omanais des Affaires étrangères. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous voyons beaucoup de signes, de nombreux signes, qu'une attaque se prépare, que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Larry, quelle est votre compréhension de la situation actuelle? Arashi me rappelle un jeune marine aux Philippines. Quelques-uns de mes amis qui avaient des marines sous leurs ordres m'en ont parlé. Le marine arrive et dit « J'ai rencontré une fille. Monsieur, je l'aime. Nous allons nous marier. » C'est une fille de bar, ce qui est une façon polie de dire que c'est une prostituée. Et le jeune marine croit vraiment qu'elle l'aime, mais elle se sert simplement de lui. C'est exactement ce qui est arrivé à Arashi avec ses soi-disant négociations à Genève. Parce qu'en ce moment même, pendant que nous parlons, le Kazakhstan ferme son ambassade en Iran, les Britanniques ferment la leur et les États-Unis évacuent leur personnel de Bagdad. Qu'est-ce que cela signifie à ton avis? Cela signifie que nous allons entrer en guerre. Eh bien, encore une fois, et tu sais, je vais utiliser une autre métaphore de dessin animé. L'Iran se révèle être Charlie Brown essayant de donner un coup de pied dans le ballon. Tu sais, Lucy dirait « Oh, Charlie, allez, cette fois, vraiment, pour de bon, cette fois. » Et Charlie arrive en courant pour donner le coup de pied. Il rate, tombe sur les fesses. On a déjà vu ça, il y a 1 an, en avril 2025. Wilkerson entre en négociation, en ressort et dit en gros « Oui, nous avons un accord qui permettra à l'Iran de conserver une certaine capacité d'enrichissement. » 24 heures plus tard, après s'être fait démolir par le lobby sioniste, il fait un revirement complet. Oh non, 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 aucun enrichissement, absolument pas. Si tu veux entamer une négociation, l'autre partie doit comprendre que ce que tu dis fait foi, que tu peux tenir tes promesses. Wilkerson ne le peut pas. Ils ne le peuvent pas. Et je pense que tout cela n'est qu'une mascarade qui prépare, je ne sais pas si ce sera dimanche ou lundi, mais les États-Unis vont attaquer l'Iran. Oui, Carl, qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec Larry. Je vais dire 2 ou 3 choses que je pense nous ne prenons pas en compte, à moins que, peut-être, le général Khan, dans son prétendu avertissement à Trump, ne l'ait fait. Et c'est que nous pourrions bien être en train de voir se former une guerre très sérieuse.
Je te parlais avant l'émission, et comme tu le sais, je pense que Scott Ritter a commis une erreur, typique d'un Marine, si je puis dire, dans son évaluation des capacités de la Russie et de la Chine. La Russie et la Chine possèdent ensemble plus d'une centaine de sous-marins. Ces sous-marins comptent parmi les plus performants au monde, qu'il s'agisse de modèles d'attaque ou à missiles balistiques. Mais ici, je parle surtout des sous-marins d'attaque, environ 40 dans chaque flotte. Ce sont d'excellents sous-marins, les seuls au monde qui puissent les égaler, et dans certains cas les surpasser. Cela dépend surtout du commandement du capitaine, sont les nôtres. Tout cela pour dire que la mer d'Arabie septentrionale, après avoir étudié pendant 3 ans au Naval War College, suivi 2 cours, je peux vous dire qu'elle présente certaines des meilleures zones de convergence, température, niveau de salinité, etc., pour neutraliser à la fois le sonar actif et passif. Autrement dit, les sous-marins peuvent s'y dissimuler mieux que dans n'importe quelles autres eaux de la planète, à part sous la glace de l'Arctique ou de l'Antarctique. Vous envisagez donc la possibilité d'une présence russe, voire chinoise, dans cette zone. Au fait, ai-je mentionné que les Chinois disposent d'un certain nombre de sous-marins diesel électriques très silencieux qui n'auraient aucun mal à parcourir cette distance? Les gens me regardent et me disent « Vous plaisantez ?» Je leur réponds « Retournez voir ce que nous avons fait dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons mené des patrouilles de sous-marins diesel électriques de 5000 milles en 2 étapes, soit un total de 10 000 milles. Nous avons patrouillé jusqu'au détroit de Formose, la mer de Chine méridionale, la mer Jaune, la mer du Japon. Nous y avons coulé des navires avant de rentrer chez nous. Le Tang et le Wahoo étaient incroyables dans ce genre d'opération, les 2 meilleurs tueurs de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela pour dire on peut se cacher dans la mer d'Arabie du Nord sans que personne ne vous trouve. Même un sous-marin d'attaque américain ne pourrait pas vous repérer. En fait, vous pourriez être allongé côte à côte sans le savoir. C'est à quel point il est difficile de trouver un sous-marin dans le Nord. Alors imaginez que je sois là-bas, peut-être qu'un sous-marin chinois et un russe s'y trouvent aussi, et que je lance des torpilles à balayage en 6 directions pour couler un porte-avions américain. Ensuite, qui pourrait le dire? Était-ce 1 ou 2 missiles iraniens à grande vitesse, ou bien un sous-marin? Je veux dire, ils ont la capacité de réagir d'une manière qui serait dévastatrice. Ce n'est pas pour dire que nous ne finirions pas par découvrir, ou penser avoir découvert, la méthode qu'ils ont utilisée, et peut-être que cela mènerait à une guerre plus vaste. Mais il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'action. Je trouve que les gens sous-estiment sans cesse les sous-marins, une arme létale à la surface de la Terre, qu'il s'agisse d'un sous-marin lanceur d'engins doté de suffisamment d'ogives nucléaires pour nous anéantir, ou d'un sous-marin d'attaque qui peut être très furtif, surtout dans ces eaux. Donc c'est bien plus complexe, à mon avis, que ce que Scott présentait en ce qui concerne la capacité de la Russie et de la Chine à faire des choses dont, au départ, nous ne saurions même pas qu'elles se sont produites, sauf que le porte-avions serait au fond de l'océan. J'ai raté ça. Qu'est-ce que Scott a dit? Tu peux m'en faire une version condensée. Il est passé dans ton émission, je crois. En gros, il a dit qu'il ne pensait pas que la Russie ou la Chine interviendraient de manière significative. Ah, d'accord. Son argument, c'était qu'il n'en avait pas la capacité et je n'y crois pas du tout. Il a dit, Larry, en plus de ce que le colonel vient de dire, qu'aucune armée n'a les capacités des États-Unis lorsqu'il s'agit d'une attaque. Et il a ajouté que si les États-Unis interviennent, ils le font à fond et qu'ils seront plus dévastateurs que n'importe quelle armée sur Terre.
C'est pour cela que la Russie et la Chine pourraient ne pas intervenir, tu sais. Oui, j'aime Scott comme un frère. Nous l'aimons tous. Il ne critique pas Scott, mais il se trompe complètement sur ce point. Et j'ai eu une conversation avec un ami qui est encore en service actif et impliqué dans ces opérations. Son attitude était « Pourquoi les Chinois voudraient-ils aider ces types-là » C'est essentiellement ce qu'il a dit. « Pourquoi voudraient-ils les aider » Et j'ai répondu « Eh bien, ils ont développé des technologies de combat pour se défendre. Et elles n'ont jamais été testées dans un véritable environnement de combat. Donc, bien sûr, ils peuvent les tester maintenant en Iran et les tester contre le pays même qui les menace. Tout à fait. Pourquoi crois-tu qu'ils ont déployé des missiles de défense aérienne à longue portée en Iran, d'après les rapports? Ils ont déployé ce radar 3D avancé, capable de voir jusqu'à 430 miles depuis l'Iran. Il est mobile et difficile à détecter. Les Russes auraient fourni des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400. L'importance de l'Iran aujourd'hui, en tant que carrefour économique crucial pour la Chine et la Russie, pendant qu'ils construisent ce nouvel ordre économique international, c'est que l'Iran n'est pas simplement un autre pays parmi d'autres. C'est un carrefour essentiel pour l'avenir. C'est pourquoi la Russie et la Chine ont été très actives dans leur soutien. Et vous savez, la manière dont cette force américaine est présentée autour de l'Iran est très trompeuse. Ils disaient bien, nous avons une armada de navires. Nous avons un seul fichu porte-avions avec 3 destroyers. Franchement. Ils ont probablement un sous-marin dans la zone. Il peut tirer une centaine de missiles de croisière Tomahawk. Mais ce porte-avions et ces 3 destroyers ont des capacités très limitées, car ils restent à environ 1100 à 1600 km des côtes. S'ils s'approchent davantage, ce qu'ils devraient faire pour que les F-35C embarqués puissent opérer, leur rayon d'action en combat n'est que d'environ 1000 km. Ils peuvent donc parcourir 1000 km, mais ils doivent ensuite être ravitaillés. Je ne vois pas de ravitailleurs américains, les KC-135, survoler l'Iran en disant « Pas de souci, la station-service est ici ». Ils se feraient abattre. Cela signifie donc qu'ils doivent être ravitaillés au large. Et on retrouve le même problème avec le déploiement des F-35A sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite et à Muwafaq Salti en Jordanie. Encore une fois, pour atteindre la frontière de l'Iran, il faut environ un vol de 700 miles pour ces gars-là, puis encore 267 miles à parcourir depuis la frontière pour atteindre Téhéran. Nous avons donc déployé un nombre impressionnant d'appareils, environ un tiers des escadrons de F-35 de l'US Air Force. Cependant, les exigences opérationnelles nécessaires pour les rendre efficaces au combat dans un environnement hostile. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le général Kane disait qu'il y a ici beaucoup de risques. Sans blague, c'est incroyablement complexe. Et nous n'avons même pas encore commencé à évaluer ce qui se trouve sur le terrain. Une carte a été publiée montrant une centaine de radars de systèmes de défense aérienne déployés du nord au sud le long de cette frontière occidentale. C'est de la folie. C'est une folie absolue. Ce que les États-Unis s'apprêtent à faire. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Certes, Scott a raison dans le sens où, si nous mobilisions toutes nos forces et les lancions contre l'Iran, nous pourrions infliger des dégâts dévastateurs. Pendant ce temps, l'Iran éliminerait l'État d'Israël. Mais même en disant cela, que fait-on ensuite? Où sont les forces que vous allez déployer sur le terrain pour vous assurer que ce que vous avez entrepris soit consolidé et serve vos intérêts? Où sont-elles? Je vais vous dire où elles sont. Elles sont au même endroit que ces jeunes hommes et femmes à bord du Ford.
Certains sont prêts à se mutiner parce que leur situation est devenue insupportable. Voici maintenant le message que j'ai reçu d'un marin ce matin. Je vais te le lire mot pour mot parce que c'est tellement vrai. L'USS Gerald Ford est en mer depuis 241 jours. Son déploiement a été prolongé 2 fois et maintenant elle se dirige à nouveau vers le Moyen-Orient pour la 3e fois. Les marins manquent des funérailles, des naissances, les premiers pas de leurs enfants. Le système d'égout du navire est en panne, ce que nous savons tous, nécessitant des interventions de maintenance chaque jour et des nettoyages à l'acide coûtant $400,000 chacun. Des membres d'équipage disent aux journalistes qu'ils veulent quitter la marine. Le moral est décrit avec des termes que les journalistes de la défense n'avaient plus utilisés depuis le Vietnam. Ce déploiement est en passe d'atteindre 11 mois. Le record d'après-Vietnam est de 284 jours, établi par l'Abraham Lincoln pendant le COVID en 2020. Le Ford va le battre et il ne rentrera pas à la maison. Voilà où nous en sommes, ce n'est qu'un seul navire. Oui, c'est un navire de premier rang, un navire majeur, et il est indispensable à ces opérations si l'on veut, comme le disait Scott, déployer toute la force dont nous disposons. Je soupçonne qu'il y a d'autres navires dans un état similaire, car je sais à quel point le bilan du recrutement de la marine a été médiocre au cours des 6 ou 7 dernières années. Un déficit de 40% dans la réserve navale américaine, où se trouvent de nombreux atouts essentiels, et un déficit de 10 à 15% dans les forces actives. Larry, penses-tu qu'ils vont utiliser le porte-avions Gerald Ford de manière offensive ou qu'ils vont s'en servir pour défendre Israël? Oh, c'est là pour défendre Israël. Je veux dire, si c'est en Méditerranée, cela n'a aucune capacité offensive envers l'Iran. Parce que, encore une fois, il faut comprendre les distances dont on parle. Quand un F-35 décolle, il peut voler environ 600 miles, puis il est à sec. Il doit être ravitaillé. Donc il faut considérer qu'à environ 500 000, c'est le moment de commencer le ravitaillement. On n'attend pas d'être à vide. La distance entre Tel Aviv et l'Iran est d'environ 1600 miles, bien plus de 1000. Donc, rien que du point de vue de leur capacité à mener une attaque efficace, c'est douteux. Maintenant, s'ils transportent, eh bien les F-35 peuvent aussi emporter ce qu'on appelle un JASM, un missile air-sol à longue portée. Et il a une portée effective d'environ, dit-on, 550 miles. Mais bon, arrondissons à 500. Cela donne donc aux avions un certain recul. Mais ils ne tiennent pas compte du fait que les S-300 et S-400 sont très performants, spécifiquement conçus pour intercepter ce type de missile. Et en fait, d'après ce que je comprends, certains JASM ont été utilisés sur le champ de bataille en Ukraine et la Russie a réussi à les abattre. Ils apportent donc non seulement des connaissances théoriques, mais aussi une expérience concrète dans ce domaine. Mais revenons à ce que le colonel Wilkerson soulignait. Quel est donc l'objectif? Je veux dire, ce n'est pas juste « Hey, retrouvons-nous et allons tout faire exploser ». Quel est l'objectif? Et nous avons vu, vous savez, avec l'opération Rough Rider au Yémen en mars dernier, qu'ils avaient un objectif clair, établir la liberté de navigation afin que tout navire entrant en mer Rouge puisse aller où il voulait sans craindre d'être attaqué. C'est un objectif très clair et précis. Les États-Unis n'ont pas réussi à l'atteindre. Nous avons échoué avec 2 porte-avions, bon sang. Et maintenant, nous allons transformer l'Iran, qui est 9 fois plus grand que le Yémen, avec un seul porte-avions censé mener des opérations offensives, un seul, et qui doit rester suffisamment loin des côtes pour ne pas être coulé. Vous savez, ces types ont regardé trop de films de Top Gun, à mon avis. Un autre aspect que les gens ne prennent pas vraiment en compte,
Larry l'a suggéré dans ses remarques précédentes, c'est de penser à l'Espagne de 1936, quand certains testaient leur matériel, notamment les nazis. Et il faut garder cela à l'esprit quand on réfléchit à la Russie et à la Chine. Aujourd'hui, la Russie a très bien testé ses capacités terrestres en Ukraine, mais elle n'a pas vraiment mis à l'épreuve ses capacités navales. Elle a rencontré quelques problèmes avec ses sous-marins et ses navires de surface, mais pas beaucoup. Et comme je l'ai dit, la Russie dispose d'une flotte de sous-marins assez redoutable. Je mets quiconque au défi de me dire qu'il pourrait, instantanément, ou même en une semaine ou deux, déterminer ce qui a réellement coulé des bâtiments de combat américains. Qu'ils essayent, ils prétendront qu'ils le peuvent, mais ils n'y parviendront pas. À moins que quelqu'un ne filme la trace du sillage de la torpille frappant la poupe du porte-avions ou autre. Et ils ne pourront pas le faire très efficacement, car les torpilles les plus sophistiquées plongent très profondément, ne laissent aucune trace en surface et ne remontent qu'au moment de frapper leur cible. Larry, Politico a rapporté que l'attaque pourrait être israélienne, soutenue par les États-Unis. En ce qui concerne l'opinion publique ici, plus de 70% des Américains ne soutiennent pas une nouvelle guerre au Moyen-Orient contre l'Iran. Alors, comment peuvent-ils changer cet état d'esprit parmi le peuple américain? Cela fera-t-il partie de la stratégie dans cette guerre, où l'Iran riposterait évidemment et finirait par frapper les États-Unis et Israël? C'est pourquoi certains affirment que cela pourrait être l'objectif principal. Israël attaque en premier, l'Iran réplique, des gens sont tués, puis les États-Unis entrent dans le conflit. Non, on ne peut pas exclure cette possibilité. Les mensonges qui ont été répétés au peuple américain à propos de l'Iran sont tout simplement stupéfiants. On continue d'affirmer qu'il s'agit du principal sponsor du terrorisme. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pur et simple. Mais la plupart des Américains y croient. Ils pensent que l'Iran a constamment attaqué les États-Unis, en ignorant le fait que les opérations militaires iraniennes en Syrie visaient les islamistes radicaux qui, en apparence, nous ont attaqués le 11 septembre. Ce qui aurait dû être une alliance naturelle entre les États-Unis et l'Iran a été entravé, et cela a été entravé par les sionistes. Et vous savez, je ne les croirais pas incapables de peut-être mettre en scène une attaque contre l'un des navires américains et d'en rejeter la faute sur l'Iran. Parce que si l'histoire racontait « nous ne faisions que notre travail et nous avons été attaqués sans raison, donc maintenant nous devons aller détruire l'Iran », eh bien c'est le récit qu'ils chercheraient à imposer. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas cette capacité, sauf à recourir aux armes nucléaires. Nous avons déjà vu les limites de la puissance navale américaine en mars dernier, en mer Rouge. Là, nous avions 2 porte-avions, au moins 4 destroyers, un croiseur, et peut-être même davantage de navires de ce type. Nous avions la suprématie aérienne, je veux dire, vous savez, nous contrôlions le ciel. Et malgré tout cela, nous disposions de notre exceptionnelle intelligence satellitaire. Pourtant, même à ce moment-là, nous avions du mal à localiser les lanceurs de missiles mobiles. C'est pour cette raison que nous avons déployé des MQ-9 Reaper au Yémen, pour observer car ils pouvaient les repérer et ensuite tirer. Le seul problème, c'est que les Yéménites sont devenus sacrément doués pour abattre nos Reapers. Ils en descendaient environ 1 par semaine. Cela représentait presque $250 000 de Reaper partis en fumée. Nous avons vu le chaos du combat, où apparemment, à cause d'un tir ami, nous avons abattu l'un de nos propres F-18. Et puis, vous savez, nous n'avons jamais eu toute l'histoire concernant celui qui est tombé du pont d'un porte-avions. A tourné trop vite. Ouais. Tourner trop vite dans une rotation trop serrée à cause de la mer Rouge.
Ouais. Pourquoi ce serait le cas, hein? Je veux dire, oui, cette idée que nous serions dotés d'une grande invincibilité, comme Andrei Martyanov l'a constamment et justement souligné, nous n'avons rien gagné depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, nous sommes allés au Panama, nous avons malmené les Panaméens et capturé Noriega. Je n'ai jamais vu Muhammad Ali se pavaner en disant « Hé, j'ai tabassé le gamin en fauteuil roulant ». Vous voyez? Mais c'est nous. Nous aimons nous en prendre aux faibles et à ceux qui ne peuvent pas vraiment se défendre. Puis nous utilisons cela pour redorer notre propre réputation. Tu sais, Nima, si je faisais certaines des choses que je faisais autrefois pour Powell, les choses pour lesquelles, disait-il, il me gardait cette pensée opérationnelle hors des sentiers battus, comme il l'appelait, eh bien, si c'était moi qui dirigeais, je laisserais Israël m'attaquer, puis je les détruirais. Et ensuite, si les États-Unis intervenaient, seulement à ce moment-là, je commencerais à attaquer des actifs américains. Mais je saisirais l'occasion. J'ai été attaqué, ils m'ont attaqué, donc je les détruis. Je pense qu'ils pourraient le faire en 6 ou 7 jours. Est-ce que nous serions capables de nous ressaisir suffisamment pour nous recoordonner? Parce qu'il faudrait probablement qu'on se recoordinate et qu'on calibre ce qu'on va faire, car je ne crois pas voir de plan ici. Vraiment pas. Et vous savez, le plan était remarquable pour le Venezuela, pour une raison bien précise, je pense. Je critique toujours les SOF, les forces d'opération spéciales, mais ils accomplissent leur petite mission. Et je ne dis pas cela de manière méprisante. Je veux dire qu'ils ont de petites missions. Ils n'ont pas de grandes opérations militaires à grande échelle. Ils les exécutent très bien, avec beaucoup de précision. Et si tout se déroule à l'heure et comme prévu, ils réussissent généralement. Ce n'est pas ainsi que fonctionne ce type de guerre. Là, on parle de choses d'envergure et nous n'avons pas ces derniers temps un bon bilan dans ce domaine. Donc si j'étais l'Iran, je ferais cela. J'irais directement contre Israël. Je ne toucherais à aucun actif américain ou arabe tant qu'il ne serait pas évident que les États-Unis sont également impliqués. Larry, il y a des images montrant un grand nombre d'avions ravitailleurs de l'US Air Force stationnés à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Est-ce que cela va être sûr? Vont-ils rester là si quelque chose se passe ou vont-ils les déplacer? Eh bien, ils croient que le système de défense anti-missile Patriot, le dôme de fer et le système THAAD les protégeront. Mauvaise hypothèse. Ils découvriront qu'ils avaient tort. Il y a une réelle tendance à sous-estimer grossièrement les capacités de l'Iran, de la Russie et de la Chine. L'arrogance occidentale à cet égard est totalement injustifiée. Ce serait une chose si nous étions comme des champions du Super Bowl à répétition et pouvions nous pavaner en disant « Hey, nous sommes sacrément bons, nous avons gagné 3 Super Bowls ». Mais quand on regarde nos échecs en Afghanistan, en Irak et au Vietnam, tout cela s'accumule. Et donc, je pense que l'Iran est prêt à détruire ses moyens aériens. Et comprenons bien, chaque KC-135, d'après ce que je sais, dans un environnement de combat, un seul ravitailleur peut ravitailler environ 4 avions avant de devoir se retirer. Et encore une fois, ce n'est pas un processus de 2 ou 3 minutes. Il faut du temps pour s'aligner, se connecter et faire circuler le carburant. Maintenant, multipliez cela par au moins 168 F-35 déployés, et en plus de cela, 20 F-22. Nous avons donc rassemblé une force aérienne ou une capacité aérienne massive. Mais au fond, comment mènent-ils réellement les missions? Ce n'est pas comme le dernier film Top Gun, où Tom Cruise et son équipe survolent les montagnes d'Iran en larguant des choses ici et là. Non, ça ne va pas se passer comme ça.
Et je fais quelques suppositions ici. Je pars du principe qu'à la suite des événements de juin dernier, l'Iran a tiré certaines leçons importantes. Que la majorité des attaques contre les radars au sol et les systèmes de défense aérienne étaient en réalité des attaques terrestres menées par des groupes ayant infiltré le pays. Je ne pense pas qu'ils aient ce problème cette fois-ci. Je crois que les services de contre-espionnage et de renseignement iraniens ont été très actifs depuis juin dernier, et encore plus depuis les manifestations du début janvier. Donc vous savez, c'est les États-Unis, on lit notre propre presse, et on se convainc qu'on est vraiment aussi bon qu'on le prétend. Et puis, vous savez, le colonel Wilkerson, avec la lettre qu'il a lue, on s'est toujours demandé pourquoi sur ces vieux voiliers, on appelait ça le pont de poupe. Eh bien, d'accord, poupe est le mot français pour pont, donc ils n'y faisaient pas vraiment leurs besoins. Mais sur l'USS Gerald Ford, c'est bien ce qu'ils font. Alors, si on n'est même pas capable de faire fonctionner un système de plomberie sur un porte-avions à 13 milliards de dollars, comment va-t-on réussir toutes ces autres choses magnifiques qui sont en réalité plus complexes? C'est ça que je ne comprends pas. 6 milliards de dollars. Oh, 6 milliards, ma faute. Le Forstevsevningsshrine construit. Colonel, en ce qui concerne le porte-avions Gerald Ford, pensez-vous que ce qui s'est passé relève d'un problème structurel, quelque chose qui s'est développé au fil des années, ou bien que l'équipage n'est tout simplement pas satisfait de la situation? Vous avez mentionné qu'ils étaient partis pendant 8 mois, loin de leur famille, et c'est peut-être pour cela qu'ils sont mécontents de l'ensemble de la situation. Qu'ils agissent ainsi simplement parce qu'ils veulent rentrer chez eux. D'après ce que j'entends, et c'est anecdotique, mais je pense que c'est assez fiable, c'est un peu des deux. Le système est défectueux. Il n'aurait jamais dû être conçu et construit de cette manière pour un navire aussi énorme. Et il y a tellement de monde à bord. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment pris en compte les deux éléments ensemble. La taille du navire, le nombre de personnes et le nombre de fois où ces personnes devraient uriner ou aller aux toilettes, peu importe. Ils ont donc conçu un système qui se bouge très facilement et qui en même temps est probablement insuffisant pour le navire, sa taille et sa densité de population. Je pense cependant que les marins en ont profité. Ils ont commencé à y jeter des choses, des t-shirts, ce genre d'objets, parce qu'ils en avaient assez de ne pas avoir d'escale, assez que lorsqu'il y en avait une, elle ne dure que 24 heures et que la moitié de l'équipage ne puisse même pas descendre à terre. C'est probablement un peu des deux. Je n'en suis pas certain, mais je soupçonne que c'est un mélange de mauvaise conception et de troupes irritées. Larry, j'ai vu aux infos que le drone le plus cher de l'armée américaine, le Triton, ou quelque chose comme ça, d'une valeur d'environ 230 millions de dollars, aurait disparu près de l'Iran. Ah oui, c'est la même affaire que la bête du Qatar ou quelque chose du genre. Quelle est la vraie histoire là derrière? Qu'est-ce qui est réaliste là-dedans? C'est pour ça? Ouais, non. Je pense que le drone américain a soit été abattu, soit les Iraniens en ont pris le contrôle. Ouais, et ils l'ont déjà fait auparavant. Je veux dire, tu sais, le drone Shahed est inspiré de ce qui était un drone de la CIA que les Iraniens avaient récupéré intact en 2011 ou 2012. Donc tu sais, dans ce domaine, le plagiat est une bonne chose. Si tu peux copier sur quelqu'un d'autre, tu vas pas avoir un 0 de la part du professeur. Je sais qu'avec tes étudiants, tu les punirais, mais dans le domaine du renseignement et de la technologie militaire, si tu peux copier quelque chose de quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de génial, vas-y, fais-le. Oui, les Chinois très doués pour ça. Ouais. Ça va être intéressant, Nima.
Je ne sais pas si tu as vu ce film sorti il y a quelques années qui suggérait un peu cela, à l'époque où le F-35 n'était pas encore aussi mauvais qu'il ne le semble aujourd'hui. Et si on capturait le F-35, il s'écrase contre une montagne, s'écrase au sol, s'abîme en mer. Je veux dire, dans ce film, il y a une idée, et on m'a dit que l'armée de l'air et Lockheed en particulier ont fait quelque chose à ce sujet, selon laquelle ils avaient en fait pris le contrôle de l'appareil et l'avaient piloté dans le film. Et ensuite, il est apparu que c'était réellement possible. Depuis le sol, on pouvait prendre le contrôle de l'avion, car le système est à la fois très sophistiqué et très vulnérable à cet égard. On m'a dit qu'ils avaient réparé cela, qu'ils avaient corrigé le problème, qu'ils avaient installé un correctif, bref, fait ce qu'il fallait. Mais supposons, comme Larry l'a dit, que les Iraniens aient trouvé le moyen de faire Sword, de Capture Tor. Oui, et notons aussi que les Russes et les Chinois disposent de capacités de guerre électronique très avancées, bien supérieures aux nôtres. Et encore une fois, dans le cas de la Russie, elles ont été éprouvées au combat. Vous savez, ils les ont testées sous le feu. Donc, ils apportent également cette expertise à la table. Tu sais, c'est quelque chose que les gens oublient aussi. La Russie est probablement l'armée la plus expérimentée du monde en ce moment. Et tu peux être sûr que cette expérience, là où elle est pertinente, est partagée avec ses amis et alliés. Larry, je veux aborder un autre argument que Scott a avancé dans mon podcast, que l'armée américaine est bien plus préparée que les armées russes, iraniennes ou chinoises, et que c'est pour cette raison qu'elle pourrait être capable de lancer une opération susceptible de changer la donne dans le cas de l'Iran. Est-ce vrai? À quel point sont-ils préparés? Comment comparez-vous les armées, vous deux? Comment a-t-il pu dire ça? Sur quelle base? Je veux dire, les États-Unis, notre expérience au cours des 25 dernières années a consisté à combattre des tribus, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Ce ne sont donc pas des armées organisées avec une chaîne de commandement bien définie, portant des uniformes, disposant de bases, etc. C'est un peu comme mes ancêtres combattant les Britanniques en 1766, des fermiers, des éleveurs. Et nous n'avons pas été très efficaces contre eux. Je veux dire, oui, nous pouvions déployer plus de puissance de feu contre des types qui portaient essentiellement des fusils, mais nous n'avons montré aucune expérience réelle dans la capacité à manœuvrer efficacement contre un pair. En fait, la soi-disant contre-offensive en Ukraine, lancée en juin 2023, n'était pas le fruit de la planification ukrainienne. Elle était planifiée et exécutée par les officiers de l'OTAN désignés. Elle échouait. They planned it and executed it, and it failed. And the failure, I mean, this is what I found astonishing. Et cet échec, je veux dire, c'est ce que j'ai trouvé stupéfiant. Je ne prétends pas être Clausewitz ou Sun Tzu, mais j'ai tout de même assez de compréhension pour savoir que si l'on veut lancer une offensive terrestre contre des forces bien retranchées, disposant de fortifications, de champs de tir croisés et d'artillerie, il vaut mieux avoir une puissance aérienne pour les affaiblir, en plus de l'artillerie. Et cette puissance aérienne doit inclure un appui aérien rapproché. Ils n'avaient absolument pas cela. Ils n'en ont même pas fait une exigence. Oh, ça va marcher, nous serons sur la mer d'Azov. Je veux dire, nous avons vu Petraeus, Hodge, Jack Keane et tous ces clones dire « Oh, nous serons sur la mer d'Azov en août ». Cela ne s'est pas produit. Donc, je ne sais pas d'où Scott tire son évaluation positive. Nous ne l'avons pas constaté dans les performances réelles de l'armée américaine. Colonel, l'autre point que Scott a soulevé, c'est que le principal problème pour les États-Unis serait la durabilité du conflit. Vous vous engagez à fond, mais pendant combien de temps pouvez-vous maintenir l'intensité de vos attaques? C'est l'une des questions les plus importantes en ce moment pour toute opération,
pour tout planificateur du côté américain. Comment voyez-vous cela? Eh bien, j'ai entendu dire, et encore une fois, c'est anecdotique, même si dans certains cas c'est un peu plus que ça, que l'une des raisons pour lesquelles Cain, s'il l'a fait, et je pense que c'est probablement exact, a effectivement adressé une remontrance au président en disant « Ce ne sera peut-être pas aussi simple que vous le pensez », c'est qu'il avait envoyé une équipe visiter non seulement les installations principales de RTX, Lockheed, Grumman et d'autres grands sous-traitants, mais aussi examiner ce qui était disponible ailleurs. Et l'un des États où il s'est rendu en particulier était l'Arkansas, pour voir ce qui pouvait être mobilisé afin d'augmenter la production rapidement. Et il en a tiré un tableau très sombre. Donc, quand Larry dit, ou quand quelqu'un d'autre dit, que nous n'avons qu'un stock limité de Patriots, un stock limité de ceci, de cela et d'autres choses, et qu'Israël va en utiliser beaucoup lui-même. Ils ont raison. Que fait-on quand une semaine après le début de la guerre, on n'a plus de munitions? Je veux dire, c'est juste un simple problème de mathématiques. Et c'est pour ça que je suis un peu stupéfait que nos soi-disant planificateurs n'aient pas su le comprendre. Donc, si l'Iran tire un missile sur Israël ou sur nos bases en Arabie Saoudite ou en Jordanie, cette batterie de missiles Patriot, ou le système Ta'ad, devra tirer au minimum 2 missiles pour intercepter un seul projectile entrant. Eh bien, comme nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours, l'Iran ne tire pas 1 ou 2 missiles, mais entre 50 et 100. Bon, faites simplement le calcul. Au minimum, s'ils en tirent 200, vous utilisez 400 missiles Patriot. Ah, alors pourquoi est-ce important? Parce que la production annuelle d'un missile Patriot, pas le lanceur, mais le missile lui-même, est d'environ 700 par an. Donc, en une seule journée, lors d'un seul engagement, on utiliserait 60% de la production annuelle, rien que ce jour-là. Que se passe-t-il s'ils répètent cela pendant 3 ou 4 jours de plus? Et c'est la même chose pour les destroyers. Ils disposent de 96 cellules de ces systèmes de lancement vertical intégrés dans le pont, environ 50 à l'avant et 46 à l'arrière. Une fois qu'ils ont tiré les missiles chargés à bord, la seule façon de les recharger est d'aller dans un port équipé d'une grue et des installations nécessaires pour le faire. Alors, tout d'un coup, encore une fois, je peux très bien imaginer un scénario où l'Iran lance 200 drones accompagnés de 20 missiles contre l'un des destroyers. Oui, ils en abattront probablement la plupart. Mais une fois que ce sera terminé, ils seront à court de munitions. Et maintenant, ils doivent rentrer. Et s'ils repartent, le porte-avions doit les accompagner, car le porte-avions ne peut pas rester seul là-bas. Il a besoin de ses destroyers, en théorie, pour le défendre. Ce n'est pas une question compliquée, mais bon sang, nous avons créé un système à la Rube Goldberg, très coûteux, très fragile, qui ne fonctionne pas dans des conditions de combat réelles et qui est logistiquement extrêmement onéreux. C'est un système conçu pour enrichir les entrepreneurs. Colonel, que pensez-vous du gouvernement britannique? Vont-ils participer à l'attaque? Parce que nous avons entendu parler de chasseurs britanniques arrivant en Israël et à Chypre et de toutes ces informations qui circulent. Comment voyez-vous l'implication des Britanniques dans tout cela? Ou bien pensez-vous qu'ils ne vont pas s'impliquer autant? Je ne serais pas surpris s'ils le faisaient. Ils sont apparemment assez stupides pour ça. Ils l'ont déjà montré en Ukraine et sur d'autres théâtres. Mais je ne pense pas que cela sera décisif d'une quelconque manière. Ils se feront aussi abattre en vol. Pendant que Larry parlait, je repensais à un moment que nous avions vécu avec le secrétaire Perry et le général Gary Locke sur la péninsule coréenne. C'était une période de très forte tension.
Nous pensions que nous allions entrer en guerre. En fait, lorsque nous avons rencontré le secrétaire Perry, c'était dans le cadre de mon séminaire du Marine Corps War College, il a essentiellement dit qu'il craignait beaucoup que nous allions à la guerre. Locke n'était pas aussi hésitant à ce sujet, ni aussi troublé, mais il l'était tout de même. Nous avons parlé d'1 millier de pièces d'artillerie, essentiellement des obusiers dans les montagnes, qui sortiraient et tireraient au moins 10 coups avant que ces F-16 et les autres moyens de l'armée de l'air sud-coréenne puissent les atteindre. Et c'était bien ça, l'enjeu. Ils allaient tous tirer en même temps. Ces tirs frapperaient la région du Grand Séoul, où se trouvent 250 000 Américains, et ainsi de suite. Et nous avons fini par amener tout le monde à admettre que la situation était très précaire. J'ai moi-même servi sur la péninsule. J'ai servi au sein de la 2e division d'infanterie. J'étais là quand l'arbre est tombé, par exemple. J'ai vu à quel point nous n'étions pas prêts pour une attaque à travers la DMZ. J'ai vu à quel point nous n'étions pas prêts. Alors nous sommes là en train de leur parler en disant « D'accord, imaginons qu'il y ait des mouvements militaires en même temps. Ils investissent Séoul, la ville est pratiquement en flammes, détruite, et ils disent « Nous avons fini, vous voulez récupérer votre capitale ou peu importe. Allons négocier pour ça. » Un peu comme nous l'avons fait quand la première guerre de Corée s'est terminée, ou s'est terminée en termes de combats réels et a continué par des pourparlers. Les gens ne pensent pas de cette façon. Aussi, ils le font. Et peut-être que vous pourriez avoir une situation comme celle-là, en plus de votre impréparation face à cela. Et comme je l'ai dit, j'ai vu ce manque de préparation de très près. J'ai dû charger mon Cobra avec des roquettes à ailettes pliantes de 2,75 en me posant sur le dépôt de munitions. Voilà à quel point nous n'étions pas prêts. Il faut en tenir compte aussi. Il faut en tenir compte, comme l'a dit Larry, du fait que nous n'avons rien fait de ce genre depuis longtemps. Le Venezuela, oui. L'Afghanistan, oui. On a bombardé la Libye, oui. L'Irak, la Somalie et bien d'autres. Un peu comme les FDI, tu sais, tuant des civils et larguant des bombes sur des gens, ce genre de choses. Ça, on sait plutôt bien le faire. Mais là, ça va être une vraie guerre. Larry, que savons-nous des Iraniens ou des Chinois qui auraient peut-être été formés pendant la guerre en Ukraine? Parce que nous avons vu des Nord-Coréens dans la région de Koursk. Qu'en est-il des Iraniens et des Chinois? Penses-tu qu'ils participaient? Je ne vois même pas comment il serait possible de former des Iraniens et des Chinois, mais j'ai entendu dire que dans certaines vidéos provenant de Russie, sur des chaînes russes, on peut entendre des gens parler persan, quelqu'un parmi eux parlant en persan. On peut plus ou moins le reconnaître quand on regarde l'une de ces vidéos. Quelle est ta compréhension de tout cela? Eh bien, s'ils ont été présents, ce n'était pas une présence très importante. Cela pourrait être davantage une question de familiarisation. Écoutez, qu'il s'agisse de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine ou du corps des marines. S'ils ne combattent pas, ils s'entraînent. Et l'entraînement idéal, si on peut l'obtenir, serait un véritable tir réel. Donc oui, cela ne me surprendrait pas que certains observateurs iraniens ou chinois au minimum aient été là pour voir comment ces opérations de combat se déroulaient. Jusqu'à il y a 1 an cependant, l'Iran était fortement impliqué en Syrie, combattant contre l'État islamique, Al-Nusra et divers groupes sunnites radicaux. Mais si nous prenons un peu de recul et que nous regardons les 4 dernières années, et c'est le point que le colonel Wilkerson a soulevé plus tôt, la Russie se distingue nettement de tous les autres pays du monde en ce moment en termes de leçons tirées du combat. Je placerai l'Ukraine en 2e position, sauf qu'elle est du côté qui subit.
Elle n'a pas infligé les coups, elle les a encaissés. Et la Russie a commis des erreurs. Elle a fait des fautes. Elle a appris. C'est justement le point. Elle a appris à s'adapter rapidement sur le champ de bataille grâce aux bons renseignements qu'elle reçoit. Elle ne reste pas là à dire « Eh bien, ce n'est pas conforme au plan. Donc même si tu es un soldat de première ligne et que tu vois cela, nous allons l'ignorer. » Non, c'est tout le contraire. Ils ont été très réactifs à ce que disent les troupes de première ligne. « Et ce drone-là est nul » ou « Voici ce qu'il faut faire pour mieux nous défendre. » Donc oui, ces leçons vont être apportées à l'Iran. Mais rappelons-nous qu'au début de l'opération militaire spéciale de la Russie, l'Iran a joué un rôle crucial en fournissant des drones. Et si tu penses que depuis cette guerre de 12 jours, l'Iran est resté les bras croisés, sans produire des milliers de drones, eh bien tu sais, comme ils font beaucoup de choses sous terre, je ne pense pas que les services de renseignement occidentaux aient la moindre idée de la véritable capacité et de la taille de la force iranienne de missiles et de drones. J'ajouterais simplement, Nima, que si l'on regarde notre guerre de sécession, par exemple, et les messages échangés à l'époque, notamment ceux envoyés du consulat à la Grande-Bretagne, lorsque celle-ci tentait de décider si elle devait ou non soutenir le Sud pour améliorer sa situation cotonnière et, en somme, adopter la position du Sud, cela aurait pu aboutir à la création de 2 pays de l'autre côté de l'Atlantique. Pas une mauvaise stratégie, en vérité. C'est une longue histoire, mais l'une des choses que le consul a signalées à la direction britannique, au ministre des Affaires étrangères et au Premier ministre de l'époque, c'est qu'il s'adressait directement à eux, souvent directement au Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères recevait une copie, car sa fonction était si importante et la décision à prendre si déterminante. L'un des points qu'il rapporte, de manière un peu anecdotique mais très réaliste, c'est la peur qui devrait habiter le cœur de chaque pays européen. Ils avaient, et l'ont confirmé diplomatiquement aux Britanniques par les canaux officiels, des observateurs sur nos champs de bataille, à Antietam, à Gettysburg, à Cold Harbor. Ils avaient peur, et il a aussi inspiré cette crainte aux Britanniques, que l'armée d'1 million d'hommes commandée par Grant, aguerrie au plus haut point, soit utilisée ailleurs dans le monde. Eh bien, nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes démobilisés et nous sommes allés à la frontière avec quelques bataillons, et c'est à peu près tout. Mais ils étaient inquiets à cause de ces observateurs sur le champ de bataille. Tout cela pour dire que Larry a raison. Il y a des observateurs partout sur ces champs de bataille, venant d'autres pays, qui essaient de comprendre ce qui se passe, surtout sur le plan technologique, et ainsi de suite. La Russie, la Chine et l'Iran, probablement à travers cette triple entente, si l'on peut dire, sont sans doute aussi bien informés, la Russie certainement plus que quiconque, sur la guerre moderne que n'importe qui dans le monde, y compris nous. Larry, la semaine dernière, nous avions aussi des observateurs sur beaucoup de ces champs de bataille, donc ne me laisse pas minimiser cela. Oui, la dernière fois que nous avons parlé, je me souviens que nous discutions du vice-président des États-Unis, qui essaie de résister à ceux qui veulent attaquer l'Iran. Je me demandais quelle est votre compréhension de la situation actuelle avec J.D. Vance, parce qu'il semble qu'il devienne l'un des plus. Enfin, il dit que nous n'allons pas faire comme avant, que nous sommes capables de faire les choses différemment, que la manière dont nous menons la guerre va être différente et changer la donne. Voici ce qu'a dit J.D. Vance. Aussi clair que possible, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Ce serait l'objectif militaire ultime s'il choisissait cette voie.
C'est bien sûr ce que nous essayons d'accomplir, comme l'a dit le président, par la voie privilégiée de la diplomatie. Mais c'est très simple. Nous devons parvenir à une situation où l'Iran, le plus grand État soutenant le terrorisme au monde, ne peut pas menacer le monde avec le terrorisme nucléaire. Je pense que la plupart des Américains comprennent qu'on ne peut pas laisser le régime le plus fou et le plus dangereux du monde posséder des armes nucléaires. C'est ce que le président s'efforce d'accomplir. C'est l'objectif qu'il s'est fixé et il va tenter de l'atteindre par la diplomatie. Mais comme nous le savons tous, Bill, le président dispose d'un certain nombre d'autres outils pour s'assurer que cela n'arrive pas. Il a montré qu'il était prêt à les utiliser et j'espère que les Iraniens prendront cela au sérieux dans leurs négociations de demain, car c'est certainement ce que le président préfère. Ouais, je ne sais pas d'où vient le terme terrorisme nucléaire. Allez-y. Je reviens en 2002. J'étais là pour une partie du discours sur l'état de l'Union aussi. Citation. C'est une reprise directe de George W. Bush en 2002. Nous ne devons pas permettre à la nation la plus dangereuse du monde de posséder les armes les plus dangereuses du monde. C'était une phrase dans le discours sur l'état de l'Union de Trump. C'est aussi ce que J.D. Vance vient de dire. Une formulation un peu différente, mais c'est la même chose encore une fois. Essayer d'ancrer dans l'esprit des Américains l'idée que l'Iran représente une menace pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Catégoriquement, ce n'est pas le cas. Oui, il suffit de regarder les chiffres. Si l'on juge un pays soit par ses attaques directes, soit par l'utilisation de ses mandataires, en ce qui concerne les États-Unis et l'Iran, les États-Unis, au minimum, sont responsables de la mort d'au moins 300 000 Iraniens. L'Iran, pour ce qui est de ses actions et de ses mandataires, est responsable de la mort de moins de 1000 Américains. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. J.D. Vance ment. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou s'il choisit délibérément d'ignorer les faits. Mais l'Iran n'est pas le principal sponsor du terrorisme dans le monde. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les chiffres ne le confirment pas. Asseyez-vous et montrez-moi les attentats terroristes chaque année. Les groupes qui ont été régulièrement signalés par la Central Intelligence Agency, puis par le National Counter-Terrorism Center, le CTC, recueillent et rapportent les attaques et les victimes. Concentrons-nous simplement sur les groupes qui tuent réellement des gens. Les groupes qui ont tué le plus de personnes, environ 80% de toutes les attaques terroristes internationales, sont des extrémistes sunnites. Et l'Iran ne fait partie d'aucun de ces groupes. L'État islamique, Al-Qaïda, les talibans, Hayat Tahrir al-Sham, il y en a un autre. Sauf que nous faisons une accolade à ce type dans le bureau ovale et nous le mettons au pouvoir en Syrie. Donc encore une fois, c'est tellement typique. Nous avons déjà vu cela à travers l'histoire, comme l'a souligné le colonel Larry Wilkerson. Nous l'avons fait, nous sommes allés en guerre contre l'Irak en 2003, et maintenant nous recommençons pour fabriquer une fausse justification à une guerre contre l'Iran. Un de ces jours, nous allons le faire, et cela va nous retomber dessus, terriblement. Et je ne nous le souhaite pas, mais une partie de moi se dit, j'espère que cela arrivera, et que cela arrivera bientôt, pour que nous arrêtions tout ça, que nous mettions fin à ce cycle de violence. C'est nous qui avons plus de 700 bases militaires disséminées à travers le monde. La Chine, l'Iran et la Russie réunis n'en ont même pas 15 dispersées dans le monde. C'est nous qui n'avons cessé de provoquer des guerres et de tuer des Syriens, des Irakiens, des Afghans, des Libyens et des Somaliens. Vous savez, on peut continuer la liste. On pourrait maintenant y ajouter les Cubains aussi. Si l'on parcourt la liste des terroristes dans le monde, selon la définition du terrorisme sur laquelle nous sommes à peu près tous d'accord, si l'on parcourt cette liste,
La plus grande organisation terroriste de la planète est l'armée israélienne. Et qui alors est le plus grand sponsor du terrorisme sur Terre? L'Empire, l'Amérique. Karl, l'un des principaux problèmes, à mon avis, aux yeux des Israéliens, aux yeux du gouvernement Netanyahou, est que les Iraniens, après l'expérience de la guerre de 12 jours, ont compris que les missiles pouvaient faire quelque chose qui rend les armes nucléaires inutiles. Ils peuvent nous frapper avec des missiles. C'est le principal problème en ce moment. C'est pourquoi Marco Rubio a commencé à parler des missiles iraniens. Mais à quel point est-ce réaliste? Supposons qu'il parle d'abord du programme nucléaire, puis des missiles. Qui va se soucier de quoi? Parce qu'il faut une base à ton argumentation. Tu ne peux pas aller si loin que cela n'ait plus aucun sens pour ton adversaire. Pas si vous êtes nous. Vous parlez à l'homme qui a organisé les préparatifs, puis l'exécution finale de la présentation du 5 février 2003 aux Nations Unies. Stupide de ma part. Vous n'avez pas besoin de preuves. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre rhétorique. J.D. Vance l'a prouvé, George W. Bush l'a prouvé, Dick Cheney l'a prouvé, Condoleezza Rice l'a prouvé. Toute une série de personnes l'ont prouvé, et nous recommençons. Nous prouvons encore une fois que tout ce qu'il faut, c'est la parole, et qu'on peut convaincre suffisamment de gens si on martèle le message sans relâche. C'est ainsi que Trump a remporté la présidence. C'est ainsi que Trump conserve une partie du peuple américain. Cela diminue chaque jour. J'ai vu les chiffres hier, eh bien ça baisse assez vite tant le taux d'approbation que celui de désapprobation. Mais c'est comme ça qu'on s'y prend. Tu mens effrontément. Bibi Netanyahou gagne sa vie en mentant effrontément chaque jour. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ce truc, c'est enregistré. Tu peux le regarder, c'est en hébreu mais les sous-titres sont plutôt bons. À la fin de ses remarques en hébreu devant un groupe de ces gars, il a dit « Et si ça ne marche pas, ils vont subir l'attaque la plus dévastatrice imaginable. » Eh bien, qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Vous avez déjà chargé les bombes, vous les avez déjà déplacées jusqu'au point de chargement. Ouais. Quand il parle en hébreu, Nima, il faut écouter. Quand il parle en anglais, il dissimule, il ment, il triche, il vole. Mais quand il parle à ses copains en hébreu, il dit généralement ce qu'il pense être la vérité. Larry, voici ce qu'a dit Rubio. Ce que je veux souligner cependant, c'est que l'Iran possède un très grand nombre de missiles balistiques, en particulier des missiles balistiques à courte portée, qui menacent les États-Unis, nos bases dans la région et nos partenaires régionaux, y compris nos bases aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Bahreïn. Ils disposent également de moyens navals qui menacent la navigation et tentent de menacer la marine américaine. Je veux donc que tout le monde comprenne qu'au-delà de leur programme nucléaire, ils possèdent ces armes conventionnelles conçues uniquement pour attaquer l'Amérique et les Américains. C'est un bon menteur. Oh mon Dieu. Narco Marco. Il consomme une partie de sa propre drogue. Ses proches en vendaient dans les rues de Miami. Il a simplement pris le modèle de Cuba et l'a appliqué à Téhéran. Seigneur. Vous savez, encore une fois, qui a attaqué qui? Est-ce que ce sont les États-Unis? La façon dont Marco et ses clones présentent les choses, on dirait que nous, les États-Unis, sommes une petite fille assise dans un parc en train de sentir des fleurs et que ces brutes d'Iran sont venus essayer de nous violer. En réalité, c'est nous le violeur. C'est nous le meurtrier. C'est nous les tueurs. L'Iran, en gros, n'a fait que se défendre. C'est nous qui finançons, soutenons et formons les moudjahidines du peuple. Et les moudjahidines du peuple ont mené... Et les gars, arrêtez, mes chiens deviennent fous ici. Ont mené des assassinats d'une douzaine de scientifiques iraniens.
Pouvez-vous imaginer ce que feraient les États-Unis si l'Iran menait des assassinats de grands scientifiques ou financiers ici, aux États-Unis? Je veux dire, nous serions légitimement indignés. C'est ce que nous avons fait. I mean, we'd be justifiably outraged. We've been doing that. We executed, assassinated Soleimani. Nous avons exécuté, assassiné Soleimani. Et vous savez, il faut justifier cela. C'est nous qui avons utilisé la violence contre l'Iran de manière constante. Ils aiment accuser l'Iran de l'attentat contre l'installation des Marines à Beyrouth, au Liban, en octobre 1983. Mais Alastair Crooke, qui était présent à l'époque et connaît bien la région, a dit que c'était Amal, pas le Hezbollah. C'est Amal qui l'a fait. Eh bien, ce groupe a été fondé en 1972. Encore une fois, pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, cela fait 7 ans avant la montée de la République islamique d'Iran. D'accord? Donc ce groupe avait ses propres raisons et motivations pour attaquer. Il n'avait pas besoin de l'encouragement, du financement ou du soutien de l'Iran. Ainsi, encore une fois, ce schéma de propagande vise à exciter le peuple américain pour qu'il soutienne une guerre que nous ne pouvons pas gagner et qui entraînera probablement des pertes importantes pour nous. Et tout ce que j'ai à dire, Nima, c'est qu'Ankara a intérêt à être profondément inquiète, car selon Naftali Bennett, ils sont les prochains sur la liste. Et tu peux être sûr que nous suivrons le même ordre. Colonel, juste pour conclure cette session, si Trump attaque, et je pense qu'il va le faire, voyons quel sera le moment choisi, vous savez, le moment exact de l'attaque. Mais comment voyez-vous les choses si cela tourne mal, si cela prend une mauvaise direction et n'obtient pas ce que Trump recherche? Quelles seraient les répercussions d'un tel résultat pour Donald Trump lui-même? Eh bien, mon estimation, qui ne vaut probablement pas mieux que celle de quiconque, est que cela ne se passera bien pour personne. Ni du côté irakien, ni du côté israélien, ni du côté arabe, ni pour les autres acteurs de la région, ni pour nous. Cela ne se passera pas bien du tout. Et c'est là la source de consternation pour chaque partenaire, chaque participant et leurs alliés. Que faisons-nous maintenant? Parce que la situation a vraiment tourné au vinaigre. Et cela pourrait évoluer ainsi dans de nombreux scénarios, le plus dévastateur étant peut-être qu'Israël s'effondre dans les 5 ou 6 premiers jours et utilise une arme nucléaire, ouvrant ainsi une perspective entièrement nouvelle. La question alors est de savoir si nous allons tous nous arrêter, prendre conscience de ce qui s'est passé et faire marche arrière, ou si nous allons escalader. C'est là, je pense, le véritable problème. Il existe d'autres façons de penser à l'escalade que simplement imaginer Israël utilisant plus d'une arme nucléaire, ou peut-être le Pakistan en donnant une à quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit d'autre. Cela comporte toutes sortes d'implications. À mon avis, c'est très comparable à août 1914, lorsque tout le monde, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la France, pensait que la guerre serait terminée en 6 mois. Et chacun d'eux croyait que son alliance ou son entente serait victorieuse. Ce fut la guerre la plus sanglante de l'histoire humaine jusqu'à ce moment-là. Nous pourrions être dans une situation du même ordre, et je ne cherche pas à exagérer. J'essaie de décrire le potentiel que, semble-t-il, tous les acteurs impliqués négligent, sauf peut-être les Iraniens. Vous savez, ce qu'il nous faut, c'est un officier américain, peu importe qu'il soit de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou du corps des marines, qui se lèvera et dira « Je dois démissionner de ma commission. Je ne vais pas participer à une guerre illégale. » Le président nous entraîne dans une guerre sans qu'il y ait eu un acte du Congrès, contrairement à ce que prévoit notre Constitution. La seule façon pour nous d'entrer en guerre, c'est si le Congrès l'autorise. Et si le Congrès l'autorise, alors bien sûr, on salue et on exécute les ordres. Mais ce n'est pas le cas ici.
Et Trump, s'il poursuit dans cette voie, va inaugurer une période de l'histoire sans précédent. Parce que normalement, même George W. Bush, lorsqu'il est parti en guerre en Irak, avait 71% du peuple américain derrière lui. Mais aujourd'hui, il n'y a que 21% de soutien. Alors, quand les choses tourneront mal, et je ne dis pas si elles tournent mal, elles tourneront mal, on cherchera autour de soi quelqu'un d'autre à blâmer. Il n'y aura personne d'autre sur qui faire retomber la faute que Trump. Et cela, je crois, marquera la fin effective de sa présidence. De ce point de vue, les démocrates seront ravis, mais cela aura un coût terrible pour les États-Unis. Nous ne pouvons pas exclure que, avec des navires de guerre russes et chinois dans la région et du personnel russe et chinois présent sur le sol iranien, si les États-Unis poursuivent cette attaque, les répercussions dépasseront les relations entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Cela anéantira toute possibilité d'un règlement négocié en Ukraine. Parce que, encore une fois, cela montrera pourquoi Poutine perdrait-il son temps à parler à Steve Witkoff et Jared Kushner. Les Iraniens disent « Hey mec, on a eu une excellente réunion, on avance, on a une option. » Et avant qu'ils ne se retrouvent à nouveau à Genève lundi, les États-Unis pourraient très bien attaquer. Donc, eh bien, nous n'avions pas le choix. Alors pourquoi même parler à Witkoff et Kushner? Leurs paroles sont dénuées de sens. Ils ne peuvent rien obtenir. Et puis, tu sais, je viens de voir une autre information. L'administration Trump prend des mesures pour prendre le contrôle de Rosneft, l'une des compagnies pétrolières russes, afin que nous puissions contrôler les ressources. Oui, c'est une belle façon de favoriser la bonne volonté avec la Russie lors des négociations. C'est incroyable ce que ces clowns sont en train de faire. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, merci pour les mauvaises nouvelles, Johnson. C'était super de te parler. Toujours un plaisir. Puissiez-vous vivre à une époque dangereuse. Ouais, mon gars. Ouais, on a bien ça. Oui, exactement. Ouais, d'accord. See you soon. Bye-bye. Thank you. Take care. À bientôt. Au revoir. Ceci est. Prenez-vous.